Aujourd'hui, donc nous avons la chance d'avoir Bertrand Reppolt qui a eu donc les nouvelles, du procès, car aujourd'hui, le 29 juin, c'est la mise en état et donc aujourd'hui, on est, au courant de la peut-être de la future date de plaidoirie. Donc Bertrand, est-ce que tu peux nous répondre, qu'en est-il? Quelle réponse as-tu eue du juge? Bonjour, bonjour à tous. Effectivement, aujourd'hui est un bon jour pour évoquer ce dossier parce qu'on a eu de la part du tribunal que nous avons saisi dans le cadre de cette affaire, nous avons eu enfin une date de plaidoirie, une date finale, une audience finale, lors de laquelle, eh bien, tous les avocats en demande comme en défense seront présents pour plaider ce dossier. C'est l'aboutissement d'un long chemin procédural et euh, je vais revenir quelques instants sur la genèse de cette procédure. L'histoire de ce procès remonte à 2009 et même un peu avant, mais en tout cas la décennie 2000. J'étais pas encore avocat au cabinet Bourdon et Associés que j'ai rejoint moi en 2014 et c'est à ce moment-là où euh, j'ai repris le flambeau de cette procédure et en 2009 il y avait eu ce que l'on appelle un tribunal d'opinion qui n'avait pas vocation à rendre une décision de justice sur cette affaire, mais en réalité à discuter des responsabilités juridiques que l'on pouvait établir et les conséquences qu'on pouvait en tirer, et à rendre une opinion qui n'avait pas de valeur judiciaire, légale, mais une opinion à débattre sur les responsabilités des sociétés américaines qui avaient fourni l'agent orange euh, à l'armée américaine. Et ce tribunal d'opinion avait rendu un délibéré en 2009. Euh, et donc c'est à cette occasion qu'effectivement on a rencontré un certain nombre de victimes, un certain nombre de spécialistes, et au cours de ces années qui sont allées de 2009 à 2014, on s'est demandé comment on pourrait introduire en France un procès, une procédure pour voir établir les responsabilités des sociétés américaines dans le drame environnemental, humain, qui sévit encore aujourd'hui et de manière plus en plus large, d'année en année, au Vietnam. Alors, il y avait plusieurs questions auxquelles répondre avant d'engager un procès en France. Il y a d'abord évidemment la question de la compétence du juge français à trancher un litige comme celui-ci et à se prononcer dans un dossier qui, il faut le dire, a assez peu de liens avec la France. Parce que, pour le dire assez simplement, ce qui fonde la compétence d'un juge français, eh bien, ce sont les liens plus ou moins étroits qu'un dossier peut présenter avec le territoire français. Et le Code civil, napoléonien d'ailleurs, nous offre la possibilité, à partir du moment où une victime est de nationalité française, de saisir le juge français du dossier. Et avec Nia, on a eu effectivement l'occasion que l'on attendait d'avoir un critère de compétence pour introduire une procédure judiciaire en France, c'est-à-dire la nationalité française de Nia. Alors, elle n'avait pas la nationalité française au moment où elle a subi les épandages de l'agent orange, mais elle l'a acquis par la suite, et c'est ce qui compte procéduralement pour fonder la compétence du juge français. Et donc, courant 2013, on a armé la procédure, on a préparé l'assignation qui a finalement été délivrée. C'était pas une mince affaire parce qu'il fallait délivrer des actes d'huissier aux États-Unis auprès de 26 sociétés impliquées, selon nous, dans la production et la fourniture de l'agent orange. Et c'est comme ça que le procès a démarré, donc à l'été 2014, devant le tribunal judiciaire d'Evry. Pourquoi le tribunal judiciaire d'Evry et pas celui de Paris? Parce qu'en la matière, on choisit le tribunal dans le ressort duquel se situe le domicile du demandeur. Enya, à l'époque, habitait effectivement dans le ressort du tribunal judiciaire d'Evry. C'est pour ça que nous sommes allés voir le tribunal judiciaire d'Evry pour ce dossier. Alors, c'est une procédure écrite, hein. Il y a eu entre 2014 et aujourd'hui tout un tas d'échanges de conclusions écrites en demande comme en défense. Les sociétés ont fait valoir un certain nombre de moyens en défense, de type procédural et d'autres qui intéressent leur responsabilité directement
toutes les conséquences de l'agent orange. Et aujourd'hui, après ces échanges, eh bien, on arrive enfin à l'issue de cette procédure avec une clôture des échanges écrits qui interviendra à la fin du mois de septembre et une date de plaidoirie, donc le 12 octobre prochain, qui sera évidemment un grand moment parce que c'est un dossier historique, unique, hein, on l'a dit en introduction, euh, parce qu'il n'y a pas eu, à notre connaissance, d'autres dossiers de ce type en France, euh, et même d'autres dossiers en Europe ou dans le monde qui soient allés aussi loin dans la discussion de la responsabilité des sociétés américaines. Il y a eu d'autres procédures évidemment euh, qui ont été initiées. Certaines ont été euh, rapidement suspendues ou éteintes parce qu'elles n'étaient pas recevables. Euh, D'autres se sont éteintes par le biais de transactions. Mais voilà, aujourd'hui, on a enfin une procédure judiciaire qui peut nous permettre d'avoir un précédent, de faire jurisprudence sur les responsabilités de l'agent orange, avec une véritable discussion au fond sur les responsabilités des sociétés américaines. Et donc, c'est de tout ça que l'on débattra le 12 octobre prochain. Donc, effectivement, un cas euh, assez unique et qui fait écho à l'actualité. Parce que l'on voit aujourd'hui se multiplier les procédures et les mauvaises décisions contre Monsanto dans la fourniture et la mise sur le marché de tout un tas de produits qui sont dangereux pour la santé, qui se révèlent en tout cas dangereux pour la santé euh, aujourd'hui. Alors, c'est des produits à chaque fois différents. La dernière actualité, euh, c'est sur le Roundup. Euh, Notre réflexion et notre argumentation juridique sur l'agent orange est tout à fait différente. Elle est beaucoup plus complexe parce que il nous faut reconstituer euh, les fautes qui ont été commises par les sociétés américaines dans les années 60. Hein. Donc il y a tout un travail de reconstitution historique, de collecte d'archives, d'analyse de documents qui sont évidemment plus complexes, plus difficiles que pour un dossier qui mettrait en cause le Roundup qui a fait l'objet d'une commercialisation et d'une utilisation beaucoup plus récente. Donc les débats sont effectivement différents, mais ça s'inscrit en tout cas dans un mouvement assez général de remise en cause de l'activité des industries chimiques qui ont longtemps agi dans l'impunité. C'est évidemment ce qu'on cherche à faire tomber avec cette procédure. Donc voilà en quelques traits quelle est l'histoire, l'enjeu et les prochaines échéances de cette procédure. D'accord, merci beaucoup Bertrand. C'est vrai que c'est une procédure extrêmement longue, parce que comme on l'a dit, le procès date depuis 2014. Là, le procès va entrer dans une phase, qu'on dit plutôt active, le 12 octobre. À quoi vous vous attendez? Est-ce que c'est possible que ça dure encore des années ou là, justement, tout va s'accélérer et les réponses vont être assez rapides? Alors effectivement, ça rentre dans une phase active, en tout cas d'un point de vue public. Nous, pendant ces 6 années qui se sont écoulées entre juillet 2014 et puis bientôt juillet 2020, on n'est pas resté du tout inactif. On a effectivement beaucoup conclu, beaucoup cherché, beaucoup vérifié. Donc quand on parle de procédures judiciaires longues, ces années-là, elles sont déjà derrière nous. Là, on arrive à la fin de la première instance. C'est déjà une bonne étape que l'on va franchir le 12 octobre prochain. Alors évidemment, ça signera pas la fin de cette procédure, ça signera pas l'issue définitive. Il y aura pour un procès aussi historique, quelle que soit la décision que prendra le tribunal, il y aura nécessairement un appel. Euh, Si la décision nous est défavorable, je ne pense qu'il n'y aura pas de doute sur le fait que l'on voudra soumettre ce litige, ce dossier à un regard neuf, à d'autres juges au niveau de la cour d'appel. Et si évidemment il y a une décision en notre faveur, nul doute que les sociétés productrices se tourneront elles aussi devant la cour d'appel. Alors, à l'issue de cette
petit détail, à l'issue de cette, plaidoirie le 12 octobre prochain, nous, ce que l'on demande avant tout, heu, c'est que soit réalisée une expertise médicale sur la personne de Nia, pour qu'un expert se penche sur toutes les conséquences, heu, sanitaires, les impacts sur sa santé, de long terme, de moyen terme, de génération en génération, pour qu'on fasse une évaluation très précise du préjudice corporel subi par Nia. Donc voilà, il y aura, un résultat en 2 étapes, donc une réponse sur la demande d'expertise et puis si la réponse est favorable sur cette demande d'expertise, on se reverra quelques mois après pour que le tribunal statue sur ce qu'on appelle les dommages et intérêts. Mais je dis tout de suite que c'est évidemment pas le premier objectif de Nia dans cette procédure. C'est avant tout d'avoir une décision qui reconnaisse la responsabilité des sociétés américaines, de créer un précédent jurisprudentiel dont d'autres juridictions, d'autres requérants pourraient se saisir en Europe, ailleurs, aux États-Unis ou au Vietnam. C'est pour ça que ça ne nous a jamais été proposé, mais c'est pour ça que s'il était venu, un éventuel accord amiable aurait été évidemment refusé, parce que ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est d'avoir une décision publique que l'on puisse exploiter partout et partager avec tous. D'accord, donc l'objectif du procès, c'est bien une condamnation, en fait, de ces firmes, et ça serait la première fois, qu'ils reconnaîtraient leur responsabilité, dans ce conflit. On est bien Oui, d'accord? Mmh. D'accord. Eh bien, écoutez Bertrand, merci beaucoup, pour cette courte intervention.